bonjour à toutes, particulièrement bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelques points de logistique. D'abord, je m'excuse de ne pas avoir été là la semaine dernière, j'avais le Covid. Mais ça va mieux, je suis guérie. Et du coup, au cas où j'oublie à la fin d'aujourd'hui, ça a conduit à un petit réarrangement de mes cours. Je l'enseigne aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, il n'y a rien de plus simple. Même heure, même endroit. Aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des femmes en politique et sur le marché du travail. Il y aurait bien d'autres choses à dire sur la place des femmes dans la société, mais j'ai choisi ces deux thèmes. Donc, autour des femmes et de la notion de leadership, en quelque sorte. Demain, nous parlerons de protection sociale. Et vendredi, de climat, de changement climatique et de ce qu'on peut faire contre. Alors, ce livre, le livre qui est consacré aux femmes, s'appelle en fait « En avant les élections ». Et j'ai décidé qu'en fait, ce serait un meilleur titre « Place aux femmes ». Donc, je pense qu'on y aura une réédition, il s'appellera peut-être « Place aux femmes ». Parce qu'il est vraiment sur la question de qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme en politique, quel est l'impact d'avoir des femmes en politique, quelles sont les barrières qui empêchent d'avoir des femmes en politique. On en a été, ça nous a été rappelé il y a très peu de temps avec l'annonce de Jacinda Ardern qu'elle démissionnait d'être Premier ministre de Nouvelle-Zélande après un mandat plein de succès où les gens se sont reposés les questions. Est-ce que c'est vraiment possible pour une femme d'être en politique? Ce qui était un petit peu étonnant étant donné le succès de son mandat et le fait que peut-être aujourd'hui elle veut faire autre chose. Enfin, ça nous rappelle les tensions qui existent pour les femmes dans des positions d'être leader, ce que ce soit en politique ou le marché du travail, ce qui est dont on va parler aujourd'hui. Donc au début, les enfants jouent et la petite fille du milieu qui s'appelle Oula dit « Ah oui, sa mère ne veut pas se représenter aux élections du village ». Le petit garçon dit bah, « C'est normal, cette année c'est le tour des hommes ». Elle n'est pas contente, elle dit « Mais il n'y a pas de tour des hommes ». Aux élections précédentes, la position était réservée pour les femmes. Les femmes étaient les seules à pouvoir candidater. Mais maintenant, c'est tout le monde, les femmes ou les hommes. Alors, de quoi parle-t-il? Il parle d'une politique qu'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux pays. Les femmes en politique, on va en parler aujourd'hui, font face à de multiples obstacles. Et de ce fait, la fraction des femmes qui sont élues démocratiquement à tous les échelons, que ce soit les maires, au Parlement, etc., est assez faible et progresse relativement lentement. En particulier, par exemple, si on la compare à la place des femmes dans l'éducation, l'augmentation du nombre de femmes, de filles d'abord qui vont à l'école, puis à l'université, puis leur participation dans le marché du travail. Mais en fait, c'est quelque chose qui a changé au cours des deux premières décennies du XXIe siècle. Donc, cette carte nous dit plus c'est clair, moins il y a de femmes au Parlement. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'endroits assez clairs, en particulier en Afrique. Et quand on arrive en 2007, la carte est nettement plus foncée, avec en particulier des pays, par exemple, vers le sud de l'Afrique, pas juste l'Afrique du Sud, où tout d'un coup il y a beaucoup de femmes au Parlement, parfois même au-delà de 50%, donc énormément de progrès dans le nombre de femmes qui sont élues au Parlement. Et quand on arrive en 2021, la carte est encore plus sombre. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel, au cours des 20 dernières années, il y a eu un fort progrès de la représentation politique des femmes dans les assemblées nationales. Mais ce n'est pas venu spontanément, c'est venu parce que beaucoup de pays ont mis en place des politiques qui ont permis cette augmentation. Donc là, on voit au fur et à mesure l'augmentation de la participation des femmes dans
dans les parlements. Donc au total, on arrive quand même qu'à 25% de femmes élues dans les parlements autour du monde et 34% dans les conseils de gouvernance locaux, comme dans le village de Oula. Vous voyez qu'en Inde, les femmes sont assez particulièrement bas, même vis-à-vis des autres pays pauvres, en particulier parce qu'en Inde, il y a des quotas pour les femmes dans les conseils de gouvernance locaux, mais pas dans les parlements. Alors, plus de 70 pays aujourd'hui ont une forme de quota. Vous voyez ici sur la carte les pays qui ont des quotas pour la participation des femmes. Donc en Inde, il y a seulement des quotas au niveau local. En Italie, la même chose. En Afrique du Sud. Dans beaucoup de pays, il y a une représentation aussi dans les législatures. Et finalement, il y a aussi des pays qui demandent aux partis de l'organiser, qui demandent que ce soit les partis qui soient représentés comme ça. Ces quotas ont clairement font une différence mécanique, c'est peut-être pas particulièrement étonnant, sur la participation des femmes. Donc sur les 27 pays qui ont plus de 40% de femmes au Parlement, 2 tiers sont des pays qui ont des quotas, qui ont mis en place des quotas. Donc les quotas ont fait une différence. En tout cas, ça donne cette impression. Aujourd'hui, on va répondre à un certain nombre de questions. D'abord, est-ce que c'est vrai que ces quotas ont fait une différence? Est-ce que peut-être qu'elles auraient été élues quand même? Peut-être, je vous montre que c'est les pays qui ont des quotas qui élisent plus de femmes, mais c'est peut-être parce que c'est les pays qui sont le plus prêts à élire des femmes qui mettent des quotas en place. Donc, est-ce que ces quotas sont vraiment nécessaires et font vraiment une différence pour assurer la représentation des femmes? Deuxième question, est-ce que ça conduit à un retour de bâton, comme ce que dit le petit garçon qui dit maintenant c'est le tour des hommes? Donc effectivement, il y a plus de femmes quand il y a les quotas, mais dès qu'il n'y a plus les quotas, on revient en arrière et c'est des hommes qui ont plus de chances de reprendre et ça empêche en quelque sorte les femmes de faire partie du jeu politique classique. Est-ce qu'elles sont, comme on va le voir dans l'histoire dont on parle, simplement les potiches, les figures de représentation de leur mari, ou est-ce que ça fait vraiment une différence sur les politiques qui sont mises en œuvre? Et est-ce qu'on peut éviter les quotas en faisant autre chose, par exemple en informant mieux les électeurs, etc. Cette dernière question, parce que beaucoup de gens pensent, oui, bon, peut-être ça fait une différence sur tous ces points, mais quand même, ça change le jeu démocratique. Est-ce que les femmes en ont vraiment besoin? Est-ce qu'on pourrait faire autre chose pour assurer la représentation politique du femme d'une manière moins paternaliste, si j'ose dire? Donc c'est à toutes ces questions qu'on va répondre aujourd'hui dans la première moitié de notre temps ensemble, où nous allons parler de politique. Essentiellement, nous allons le faire, pas seulement, mais presque essentiellement, en parlant d'une série de projets que j'ai conduits sur plus de 10 ans au Bengale occidental, donc la région de l'Inde, à l'est de l'Inde, qui est frontalière avec le Bangladesh, le Bengale occidental au West Bengal, où, comme dans le reste de l'Inde, suite à un amendement constitutionnel, en 1992, 2 choses se sont produites. D'une part, les conseils de village ont reçu plus de pouvoir sur l'administration des biens locaux. Donc l'idée, c'est qu'à terme, ils dépensent 40% du budget de développement directement. Donc c'est eux maintenant qui sont en charge de... Ils ne lèvent pas directement d'argent ou très peu, mais ils reçoivent de l'argent du centre qui leur permet de financer les infrastructures comme les routes les plus locaux, les routes locales, les puits, les bâtiments des écoles, les bâtiments publics, etc. Ils ont aussi un rôle dans l'administration de programmes sociaux, comme on en parlera demain. Il y a un programme de protection sociale qui est un programme de travail où les gens peuvent travailler pendant la saison sèche et être payés en échange. C'est organisé par ces gouvernements locaux. Donc ces gouvernements locaux, à partir du milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui, ont reçu un pouvoir de plus en plus important dans l'administration des affaires locales. Ils sont élus
Et en 92, le même amendement constitutionnel prévoyait un quota pour les femmes. Il y a des quotas en Inde pour les anciens intouchables, qu'on appelle les castes sur liste, les castes listées, mais il n'y avait pas de quota pour les femmes à aucun niveau. D'ailleurs, il n'y en a pas encore à aucun niveau, à part à ce niveau-là. Mais là, il a été introduit. Et la manière dont ça se fait, c'est que d'abord pour les conseillers municipaux dans chaque village, donc un village, c'est en fait un groupe de villages est représenté par un gouvernement local, une population d'à peu près 10 000 personnes. Donc selon les endroits, ça peut être quelques villages ou beaucoup si les endroits ne sont pas très denses. Ces 10 000 personnes élisent d'abord des conseillers municipaux, qu'on appelle les représentations des voisinages en fait. Donc d'abord, dans chaque conseil municipal, un tiers des membres doivent être des femmes, première chose. Et deuxième chose, chaque groupement, qu'on appelle un gram panchayat, donc je vais utiliser le mot, ce sera plus simple, chaque gram panchayat, un tiers de tous les gram panchayat, à chaque élection, doivent élire une femme comme chef, comme maire. Et la manière dont ils l'ont fait, c'est de dire qu'il va falloir choisir au hasard à chaque élection quel tiers est choisi. L'idée, c'est que sinon, et il y a d'ailleurs des États où ce n'est pas fait au hasard, on retrouve les endroits qui sont réservés pour les femmes au fin fond de la région, là où personne n'a envie d'aller de toute façon. De la même façon que quand les quotas ont été introduits en France au départ au niveau des partis, par un hasard étonnant, toutes les femmes se sont trouvées dans des endroits où elles étaient absolument inéligibles. Donc il y avait 50% de candidats, mais 7% de députés. Donc pour éviter ce genre de choses, il a été décidé, donc pas pour l'évaluation, mais pour une question d'égalité, qu'à chaque élection, on tire au hasard. Il y a un système dans la loi électorale qui explique comment on tire au hasard. Il y a une table de nombres à utiliser pour choisir quel endroit est réservé pour les femmes à chaque élection. Donc tout cela a été mis en place et ça m'a permis donc de commencer un agenda de recherche sur cette question au West Bengal, au Rajasthan, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on peut regarder, donc Pradhan, c'est le terme au Bengale pour chef de village. On peut voir ici qu'il y a un effet mécanique des quotas sur la part des femmes, dans la mesure où les femmes n'étaient pas élues avant et les quotas sont respectés. Quand les endroits sont respectés aux élections, donc on a ici les élections de 2003 et les élections de 1998, les années où les villages sont réservés, il y a 100% de femmes qui sont maires, très bien. Et les années où les sièges ne sont pas réservés, il y a très très peu de femmes, à peu près 7%. Donc on passe de 7% à 100%, donc un effet important sur le nombre de femmes maires. Donc ça, c'est la première question. Les quotas ont effectivement un effet mécanique sur la part des femmes, en tout cas dans ce contexte où ça a été imposé d'en haut, sans une acculturation préalable d'avoir des femmes en politique. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est, bon, très bien, mais après, qu'est-ce qui se passe? L'année d'après, l'élection d'après, quand c'est le tour des hommes, comme dit Bibia. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui se présentent? Alors, dans le livre, je vous donne la fin, spoiler alert, comme on dit en anglais, effectivement, il y a la mère de Nilou, Shona, qui décide d'aller s'inscrire. Ce n'est pas la mère du lac qui décide de ne pas se représenter pour des raisons dont on va parler un petit peu plus tard, mais c'est une autre femme qui est convaincue d'ailleurs par Shona de se présenter. Et voilà, donc elle se présente. Alors est-ce que c'est un exemple rêvé? Non seulement elle se présente, mais elle est élue à la fin de la journée. Et dans tout le reste de la série, on va voir Shona qui, de temps en temps, apparaît pour résoudre un problème en tant que mère du village. Donc dans cette histoire-là, effectivement, la première, après le tour des femmes réservées, vient une nouvelle candidate qui est élue. Alors est-ce que c'est quelque chose d'inhabituel? Eh bien c'est d'abord quelque chose que j'ai pu voir moi dans mes recherches au Bengale. Qu'est-ce qui se passe un cycle électoral après, 2 cycles électoraux après,
une réservation pour les femmes. Alors ce qui est intéressant au Bengale, c'est que on retire à chaque fois. Donc un endroit qui est réservé pour une femme cette année peut l'être 5 ans plus tard également. Ce n'est pas une rotation 1, 2, 3, 1, 2, 3. À chaque fois, on retire. Donc du coup, au bout de 3 élections, on a des endroits qui n'ont jamais été réservés pour les femmes, des endroits qui ont été réservés une fois et des endroits qui ont été réservés 2 fois. Donc on peut voir ce qui se passe au cours du temps. Alors on peut regarder ce qui se passe pour les femmes pradhanes. Les endroits qui sont aujourd'hui réservés, je les ai mis de côté. Donc je regarde que les endroits qui sont aujourd'hui libres à tous de se présenter. Ceux qui n'ont jamais été réservés pour les femmes ont 9% de femmes pradhanes, donc pas tellement différent de ce qu'on avait tout au début. Ceux qui ont été réservés une fois mais qui ne le sont plus aujourd'hui passent à 13%, donc on a déjà augmenté le nombre. Et ceux qui ont été réservés 2 fois de suite, la 3e fois, passent à 17%, donc quasiment un doublement de la représentation des femmes. Donc ça, par rapport à la 2e question, est-ce qu'il y a un backlash? Est-ce que du coup, au tour d'après, les hommes se vengent et jettent dehors les peu de femmes qu'il y avait déjà? Non, il semble que c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a on s'habitue et on revoit le fait d'avoir une femme une fois fait qu'il y aura plus de femmes dans le futur. Alors ça, c'est ce qu'on a trouvé au Bengale. On a refait exactement la même expérience au Rajasthan. Je pense que je vais vous montrer des résultats là-dessus dans d'autres contextes un petit peu plus tard aujourd'hui. Il y a une autre étude qui a été faite par une autre équipe au Maharashtra qui trouve la même chose. Plus de femmes candidates et elles gagnent plus facilement. Donc au total, plus dans les endroits qui ont été réservés, plus de femmes élues dans les conseils de gouvernance. Donc il semble que d'avoir des quotas change durablement, et pas seulement pendant que les quotas sont en place, la présence des femmes en politique. D'autres gens ont fait d'autres expériences, d'autres études de ce type dans d'autres endroits et trouvent, pas seulement en Inde, et trouvent le même type de résultats. Alors, 3e question. Oui, mais bon, est-ce que ça fait vraiment une différence ou est-ce qu'en fait, ces femmes, en particulier les femmes élues sur réservation, ne font que représenter les hommes de leur famille, que ce soit le mari ou que ce soit leur frère ou leur père? Et là, c'est la voix à nouveau du pauvre petit garçon qui se fait la voix des stéréotypes qui existent dans son village et peut-être dans nos têtes, qui nous dit « mais en fait, tout le monde sait que le vrai chef, c'est encore ton père ». Alors du coup, elle est vraiment très fâchée. Bibir, tu mens. Mais il faut dire qu'il a peut-être... il a un point. Ces posters viennent d'endroits qui sont réservés pour les femmes. Et au Kerala, qui est l'endroit en Inde qui est le plus féministe, il y a un endroit en Inde plus féministe que d'autres, c'est le Kerala. Donc c'est au Kerala, j'ai vu les mêmes au Rajasthan, mais celles-là que j'ai pu trouver sont au Kerala. Donc ces endroits sont réservés pour les femmes, il n'y a donc pas d'hommes candidats. Et vous remarquerez avec moi quelque chose de peut-être étonnant dans ce contexte, c'est qu'il n'y a aucune femme sur le poster. On voit que les hommes, et les textes, au cas où votre Mayali ne soit pas le plus au courant, et c'est « Votez pour Sujat, la femme de Talapil Kunja. Votez pour Rajina Kunjipa, la femme de Madatil Kunjipa. » Donc le petit garçon, Bibir, peut-être un petit peu... pas forcément raison sur le point, mais il a des raisons d'avoir cette idée. Et effectivement, quand nous avons commencé le projet avec mon co-auteur Raghav Chattopadhyay de IIM de voir justement ce que faisaient ces femmes, est-ce qu'elles prennent des décisions différentes, on avait toute une équipe d'investigateurs de terrain qui nous ont dit mais on est très content d'être employés pour votre projet, pas de problème, mais vous n'allez rien trouver parce que les femmes, elles sont des shadow pradhanes, des pradhanes de l'ombre. Elles sont dans l'ombre en fait de leur mari, qui sont vraiment ceux qui prennent les décisions. Donc qu'en est-il en réalité?
Eh bien, Nilou dit, ses deux enfants, ses amis se disputent, Nilou dit, allons demander aux villageois ce qu'ils en pensent. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Et avec Raghav Chattopadhyay, c'est exactement ce que j'ai fait. On a décidé d'aller demander aux villageois ce qu'ils en pensaient. Et la manière dont on fait ça de manière structurée, c'est de faire ce qu'on appelle une enquête participative, où tous les habitants du village qui le veulent, souvent c'est beaucoup des grandes réunions, se réunissent sur la place du village et commencent à dessiner une carte de leur village. Là, la carte ensuite est couchée sur le papier, mais au départ elle est dessinée sur le sol à partir sur le sol sableux en faisant des dessins avec des bouts de bois et en utilisant des feuilles, des cailloux, etc. pour refaire une représentation cartographique de l'ensemble du village. Et c'est une méthode qui existe depuis très longtemps, que je n'ai pas du tout inventée, et qui est vraiment extrêmement fascinante parce que quand tout le village vient, ensemble, il y a une connaissance collective très forte de ce qui existe dans le village. Donc les gens dessinent toutes les maisons, etc. Et ensuite dessinent toutes les ressources qui existent dans le village. Donc il y a un étang qui est indiqué par pond, il y a des pompes, il y a des petites routes, il y a des routes qui sont en terre, donc c'est la unmetal road, il y a des routes qui s'appellent metal, c'est-à-dire en goudron, etc. Donc il commence par dessiner toute cette carte. Et ensuite, pour chaque objet collectif, disons bien public, toutes ces choses-là, on peut demander est-ce que ce canal, il a été fabriqué depuis, donc on a fait ce survey, cette première enquête 2 ans après les élections. Les élections étaient en 2000, on l'a fait en 2002. Est-ce que le canal a été fabriqué dans les 2 dernières années? Est-ce qu'il a été réparé dans les 2 dernières années? Est-ce que cette pompe pour l'irrigation a été fabriquée ou réparée dans les 2 dernières années? Est-ce que cette pompe pour boire a été réparée? Est-ce qu'il y a une école, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a pu demander aux villageois qu'est-ce qui se passait dans leur village. Donc là, ils y vont et voilà ce qu'ils trouvent. D'abord, ils demandent aux femmes qui vont chercher de l'eau. Ils disent « Ah oui, le puits était cassé depuis 10 ans. Quand il était chef, Magou, donc Magou c'est le papa de Doula, le mari de leur Pradhan, qui était chef avant, ça, il s'en fichait, mais Nour, elle l'a fait réparer. Elle fait réparer de l'eau. Ensuite, ils vont voir Madame Sosa, qui, elle, n'est pas si satisfaite que ça. Elle dit il y a des fuites d'eau partout. Et ce n'est pas des exemples complètement choisis au hasard, puisque ça correspond un petit peu à ce qu'on a trouvé dans les événements. Mais avant de vous dire ce qu'on a trouvé, quelque chose qui m'importait, c'est d'essayer de comprendre est-ce qu'il est possible de prédire dans quelle direction on s'attend à voir une différence s'il y en a une. Parce que je vous ai montré toute une liste de biens publics, il y en a 25. Bon, si je vous montre 25 variables et que je tire un dé 25 fois, il y en a qui vont aller dans un sens, il y en a qui vont aller dans l'autre, et ça ne veut pas dire que c'est une vraie différence, c'est juste la chance. Même sur 165, on ne va pas avoir exactement les mêmes activités sur chaque bien. Donc, sachant qu'il y a sans doute des choses qui allaient aller dans un sens, des choses qui allaient aller dans l'autre, simplement par hasard, c'était important pour nous d'avoir une prédiction précise de si les femmes agissent différemment, dans quelle direction on pense qu'elles vont agir. Et pour cela, ce qu'on a fait, c'est de se dire, oui, il y a des chances que si elles agissent différemment, ce soit dans la mesure où leurs décisions vont refléter mieux les préférences des femmes. Soit parce qu'il se trouve qu'elles-mêmes sont des femmes et que donc elles les comprennent mieux, elles les internalisent mieux et que c'est plus important pour elles. Le candidat est en même temps un citoyen qui incarne un peu ses propres préférences, ses propres choix. Soit parce que le fait simple même qu'il y ait une femme au pouvoir la rend plus accessible aux autres femmes,
pour qui, par exemple, c'est plus facile d'aller aux réunions parce qu'elles sont à 1 heure où les femmes peuvent y aller, puisqu'il faut bien que la mère y soit, parce que c'est plus facile pour elles de parler, etc. Donc pour ces 2 raisons, on peut s'attendre à ce que les décisions, si elles sont différentes, vont aller dans le sens de mieux refléter les préférences des femmes. Donc pour ça, il fallait savoir quelles étaient les préférences des femmes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a obtenu les comptes rendus des réunions de village qui se produisent 2 fois par an, pour savoir de quoi les gens avaient parlé et de quoi ils avaient et qu'est-ce qu'ils avaient trouvé. Première chose intéressante qu'on a trouvée dans ces comptes rendus, c'est que les femmes parlent plus quand il y a une femme qui est leader et qu'on leur répond plus poliment. Ils ont moins de chances d'avoir « oui, taisez-vous, passons à autre chose ». Deuxième chose, on peut faire donc la liste du nombre de requêtes qui ont été faites dans différents domaines. Et on voit que les femmes s'intéressent beaucoup plus à l'eau potable que les hommes, ce qui n'est pas particulièrement étonnant, puisque c'est les femmes qui vont la chercher en général. Un petit peu plus aux routes, ça c'est peut-être plus étonnant, mais il faut le savoir que c'est une forme d'emploi public pour les femmes, de travailler sur les routes. Moins à l'électricité, beaucoup moins à l'irrigation, et moins en fait aux écoles. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est dans notre échantillon. Donc du coup, ça nous donne une idée de où est-ce qu'on va s'attendre à voir une différence entre les biens publics. On s'attend à trouver plus, en particulier, plus d'investissements. C'est là où on a la plus grosse différence. Plus d'investissements dans l'eau potable et peut-être moins d'investissements dans les écoles. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Effectivement, on trouve que les femmes investissent plus dans les endroits où il y a, quand on compare les endroits avec et sans quota, qui ont été choisis au hasard, donc qui sont par ailleurs entièrement comparables, on trouve plus d'investissements pour l'eau potable. Et par contre, on trouve que les routes sont en meilleur état. À nouveau, les femmes s'intéressent aussi plus aux routes. Mais par contre, on trouve moins d'investissements dans les petites écoles locales, qui sont le seul contrôle que les maires locaux ont dans les écoles. Parce qu'en fait, l'école elle-même est tenue par l'État, c'est au-dessus des panchayats, mais ils ont leurs petits centres d'investissement, leurs petits centres locaux, et on voit moins d'investissements là. Donc c'est pour ça que dans le livre de Nilou, on voit la maîtresse qui se plaint de l'infrastructure de son école. Donc il semble qu'effectivement, à Bibir, malgré les apparences et torts, les femmes font des réalisations différentes de celles des hommes. Donc avoir des quotas, ça ne change pas seulement qui est au pouvoir, mais aussi ce qui se produise. Donc ces demandes, non seulement elles sont différentes, mais elles sont différentes dans un moyen qui correspond mieux aux demandes des femmes. Autre chose qui ont été trouvées au fil du temps, pas dans ce projet initial, mais dans d'autres projets. D'abord, on voit une augmentation du nombre de crimes reportés, de crimes contre les femmes, pas des crimes eux-mêmes, mais de la manière dont ils sont effectivement pris en compte. Donc les policiers enregistrent mieux les plaintes concernant les crimes contre les femmes. Les enfants sont mieux nourris. Et donc, même s'il y a moins d'investissement dans les écoles locales, comme ils sont mieux nourris, ils apprennent mieux à l'école. Et au fil du temps, ce n'était pas vrai dans ces premières élections, mais au West Bengal, en revenant, non seulement on a des biens publics différents, mais on en a plus, et ils sont de meilleure qualité, avec des réparations plus fréquentes, etc. Ce qui est lié au fait qu'une fraction plus faible du budget passe en pot de vin. Deuxième chose, on voit un effet de modèle, qui est un effet rôle modèle qu'on voit dans le livre, dans l'école justement, après que la maîtresse s'est plainte en disant « oui, mon bâtiment n'a pas été réparé ». Il y a une petite fille qui parle et qui dit « je m'appelle Blibli, mes parents disent que si une femme peut diriger, alors moi aussi, et un jour je pourrai, donc maintenant je vais à l'école comme mes frères ». Et ça, c'était une manière de représenter l'effet rôle modèle qu'on trouve en réalité dans les données au Bengale. Alors, comment on a fait ça ? Comment on le sait ?
on est allé rendre visite aux villageois et on a posé aux enfants et aux parents des questions sur leurs aspirations pour le futur, leurs espoirs pour leur carrière, leurs études, etc. Et ce que je vous montre ici, c'est la différence entre les aspirations des parents pour leurs filles et leurs garçons. Donc en général, les parents sont beaucoup plus ambitieux pour leurs garçons. Donc les parents ont plus de chances de dire qu'ils veulent qu'ils aient une carrière, qu'ils veulent qu'ils fassent des longues études, etc. Et pour les filles, on dit soit ils restent à la maison, soit c'est leurs beaux-parents qui prendront la décision, etc. Donc on voit une différence. C'est exprimé dans une mesure un peu abstraite qui est en écart type. Ça n'a pas tellement d'importance. Mais ce qui est important, c'est qu'au fil du temps, ça ne prend pas 5 ans, mais on voit après 2 réservations, on voit cet écart se rapetisser. Pas disparaître, mais se rapetisser. Si on demande aux enfants eux-mêmes quelles sont leurs propres ambitions, l'écart est moins grand déjà, plutôt 40% d'un écart type et pas 60%. Mais pareil, au bout de 2 cycles d'élection où c'est une femme qui est à la tête, il se rapproche. Et ce n'est pas seulement un discours, parce que ce qu'on trouve aussi, c'est que les filles, à partir du collège, donc de l'équivalent 4e, où la décision de rester à l'école commence à se poser, dans les villages qui sont réservés pour les femmes, ont plus de chances de rester à l'école. On voit bien que ce n'est pas directement l'investissement du Pradhan, puisque d'abord, ce n'est pas du tout de son ressort. L'école secondaire, en général, les enfants vont ailleurs, de toute façon, pour l'école secondaire. En plus, on a vu que ce n'est pas spécifiquement leur priorité. Mais rien que le fait d'être là et de montrer la possibilité d'être en position de leadership et d'autorité a un effet sur les aspirations des parents et donc les décisions qu'ils prennent pour leurs enfants. Donc tout ça signifie qu'avoir des femmes en politique, non seulement ça change les investissements, mais il y a des changements plus profonds qu'on voit s'opérer dans le reste de la société. Donc tout ça, il paraît très bien. Mais quand même, d'imposer les quotas, on peut se dire c'est un peu violent, parce que ça change tout le système. D'ailleurs, c'est un petit peu compliqué, hein, puisque du coup, les hommes qui sont au pouvoir, ils savent qu'ils ne peuvent pas être réélus, donc ça crée une limite au mandat. Il y a des gens qui sont élus que pour un seul mandat. Bref, ça complique un petit peu le jeu politique. Mais est-ce qu'on pourrait remplacer les quotas par d'autres mesures pour arriver au même résultat? Et là, on s'oppose, quand on essaye de faire ça, au problème auquel les femmes font face, que d'être en politique pour une femme, c'est une vraie course d'obstacles qui n'est pas du tout la même que celle pour un homme. Alors, donc les amis ne sont toujours pas d'accord, même bien qu'ils voient toutes ces résistances. T'as vu tout ce qu'a fait ma mère? Oui, les trois. Si Magou dit qu'elle ne peut pas se représenter, elle ne peut pas, c'est tout. Donc lui s'est dit c'est son mari qui doit prendre la décision. Et Nilou qui demande et Nour, elle en pense quoi? Donc ils vont la voir. Elle leur donne à manger. Elle dit mais tu te caches toujours derrière Magou et tu dis rien. Et alors là, elle explique justement, peut-être si vous posez la question entre ce contraste de on voit pas du tout, on voit pas l'affiche, on voit pas le nom des femmes sur les posters, et pourtant elles ont l'air de faire une différence. Elle donne la théorie qui est un petit peu ma théorie à moi, c'est qui est bon. Oui, c'est lui qui est là pendant les grandes occasions. Moi, j'ai pas besoin de me mettre en avant, mais la plupart du temps, il n'est pas là. Et c'est un travail à plein temps d'être mère, et j'ai toujours le temps. Tu vois, c'est pas toujours ceux qu'on voit le plus qui en font le plus. Mais elle leur dit, quand ils continuent d'insister, qu'elle ne peut pas se représenter parce qu'il y a une norme sociale qui l'en empêche. Elle dit non, si je me présente contre ton père, tous ses amis vont se moquer de lui. Pas seulement contre ton père, ou même à la place, tous ses amis vont se moquer de lui. Donc il y a une norme sociale très forte qui est contre la présence des femmes en politique.
Alors, est-ce qu'elle a raison? En réalité, les femmes élues comme maires ne se représentent pas. Donc, je vous ai montré qu'il y avait plus de femmes élues au second cycle. Et naturellement, d'ailleurs, c'était mon intuition à moi, c'est un certain nombre des femmes qui sont déjà élues, peut-être qui décident de continuer. Mais en fait, c'est très très rare. Au Rajasthan, où on a suivi ça, 6% des femmes qui sont élues sur un quota se représentent et aucune n'est élue. Donc aucune des femmes qui sont élues sur un quota n'est encore là au cycle d'après. Donc quand il y a des femmes, ce n'est pas elles, c'est d'autres. Par contre, 40% de leurs maris se représentent. Donc la dynastie continue, mais sous la forme du mari. Les femmes sont très mal perçues. Les femmes leaders sont très mal perçues malgré leur performance. Je vous ai dit qu'au fur et à mesure, on voit que les femmes, la qualité des biens publics, la quantité des biens publics, donc on peut regarder, ça c'est ce que je vous montre ici sur chaque barre, c'est la différence entre ce que les femmes font et ce que les hommes font. Donc femmes au bout d'une élection, 0 élection, ou au bout d'un quota ou 2 quotas. Et on voit en particulier au cours du temps, quand les réservations sont bien établies, que les femmes font plus de choses, donc elles investissent plus, elles prennent moins, si vous regardez les barres oranges, au bout de 2 cycles, elles investissent dans plus de biens, elles prennent moins de pots de vin. Donc, et là, je ne vous ai pas montré la qualité, mais il y a aussi la qualité meilleure. Donc, on a appris des mesures des bactéries dans l'eau, par exemple. Enfin, sur chaque bien public, on a fait un audit très détaillé technique des biens. L'index de qualité améliore aussi. Donc, en gros, elles produisent plus pour un prix plus faible, puisqu'il n'y a pas de pot de vin. Mais par contre, l'opinion est extrêmement négative. Les hommes et les femmes désapprouvent beaucoup. L'indice de désapprobation est beaucoup plus fort pour les femmes que pour les hommes. Donc, comment ça se fait que les femmes qui, manifestement, sont au moins aussi bonnes comme dirigeants, objectivement meilleures dans ce contexte en particulier, soient si mal perçues? Alors, ça vient du fait qu'il y a l'opinion que les gens ont sur leurs dirigeants est faite d'une combinaison de ce qu'ils voient et puis des idées, des stéréotypes, des préjugés qu'ils amènent avec eux. Et les stéréotypes qu'ils amènent avec eux sont très négatifs. Donc, en général, les gens ont une opinion plus favorable des hommes dirigeants que des femmes dirigeants. Ça vient d'un mécanisme dont on reparle régulièrement, dont on a reparlé par exemple quand Jacinda Ardern a annoncé qu'elle démissionnait, de la difficulté d'être une bonne leader en politique, difficulté que Jacinda Ardern avait réussi à gérer avec un brio assez rare et exceptionnel, qui est que les leaders, pour être un leader, on doit être fort, on doit être agressif, on doit être puissant, etc. Pour être une femme, il faut être doux, maternel, bienveillant. Et donc on peut soit être un bon leader, soit être une bonne femme, mais pas les deux. Et les femmes qui mettent trop en avant leur agressivité ou leur détermination, leur volonté de faire des choses, etc., sont immédiatement perçues comme étant des sorcières, insupportables, etc. Alors, mais en même temps, si elles sont trop douces et trop maternelles, on va leur reprocher de ne pas avoir les qualités qu'il nous faut pour mener les troupes. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on se retrouve perpétuellement confronté dans l'approbation des femmes en politique. Pour Hillary Clinton, par exemple, quand elle se présentait
à l'élection présidentielle contre Trump, c'était un énorme handicap, où elle était vraiment perçue comme étant trop puissante, et d'une manière qui est inacceptable auquel les gens réagissent très violemment. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été montré en psychologie, sur enquête après enquête après enquête. Donc ce qui s'appelle en psychologie le backlash. Donc les femmes sont sujettes à ce backlash dû à la représentation traditionnelle des femmes comme douces, compréhensives, etc., qui n'est pas en congruence avec l'idée qu'on se fait d'un leader. Et donc il y a des expériences qui sont faites, par exemple, même pour des positions de leadership beaucoup plus petites. Par exemple, l'idée d'avoir un leader d'un groupe, on fait venir des étudiants, on leur demande de faire ensemble un projet, il faut qu'il y ait un leader, et on leur propose différents résumés, différents CV de leaders potentiels, et les mêmes traits qui montrent des prises de position, ou les mêmes, on leur montre des vidéos d'une femme et d'un homme qui disent exactement la même chose, vont être perçus comme étant très négatifs pour être leader du petit groupe pour une femme, trop agressive, insupportable, etc., et très positifs pour un homme, comme étant montrant sa détermination, etc. Donc on le retrouve à tous les niveaux. On le retrouve aussi, on va reparler des femmes dans le marché du travail en deuxième heure, mais on le retrouve aussi dans le marché du travail, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en politique. Donc la question qu'on s'est posée ici, c'est, étant donné la force de ces stéréotypes, est-ce que d'avoir une femme, en particulier une femme qui est imposée par le haut, peut faire évoluer ces mentalités ou pas? Ou est-ce que c'est tellement profond que c'est difficile à changer? Quand on demande aux gens directement qu'est-ce que vous pensez des femmes en politique, dans les endroits où il y a des réservations au Bengale, ils les détestent encore plus, les femmes en général. Donc ils comprennent bien la nature de la question et voudraient bien que cette politique n'existe plus, et donc ils répondent de manière encore plus négative pour les femmes. Donc il faut trouver un moyen de repérer leur vraie opinion, qui ne soit pas teintée par les messages qu'ils essayent de nous faire passer, en nous disant s'ils essaient, parce que ce qu'ils nous disent explicitement, c'est aussi, ils nous disent ce qu'ils ont envie qu'on entende. Alors souvent, les gens déguisent leur racisme ou leur sexisme, mais en l'occurrence, en fait, ils ont peut-être plutôt tendance même à l'accentuer de manière à faire passer leur message. Dans un cas comme dans l'autre, on veut essayer d'éviter ça. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Il y en a une qui a été développée par Mazarine Banerjee, un psychologue qui est aujourd'hui à Harvard, qui s'appelle le Implicit Association Test, un test d'association implicite. La manière dont ça marche, c'est qu'on met les gens devant un ordinateur et on leur fait classifier, on leur fait classer des concepts. Donc ils écoutent sur ils ont un casque et ils entendent des mots. Alors là, par exemple, ils entendent Ashok. Ashok, c'est un prénom d'homme. Donc on leur demande, quand ils entendent un prénom d'homme, de cliquer à droite. Quand ils entendent un prénom de femme, on leur demande de cliquer à gauche. Donc ils vont entendre Ashok, hop, Lila, hop, Esther, hop. Et donc ça vient comme ça au hasard. Donc ça, évidemment, c'est une tâche très simple à faire. Tout le monde peut le faire. Ensuite, on va leur poser la même tâche, mais cette fois, il y aura soit des mots qui ont à voir avec la maison ou avec les activités domestiques, donc faire la cuisine, s'occuper des enfants, s'occuper des animaux, etc. On va leur demander de les mettre, par exemple, à gauche. Et si c'est des choses qui ont à voir avec la politique, donc le Parlement, le maire, le président, on va leur demander de les mettre à droite. Alors dans la première tâche, ils font que un type, donc soit les prénoms, soit les activités. Puis après, on va alterner. Une activité, un prénom, une activité, un prénom, une activité, un prénom. Pareil, c'est pas très difficile, on peut pas, une fois qu'on a compris la tâche, si on fait attention, on ne peut pas se tromper. Les gens se trompent très peu d'ailleurs.
Mais la question, ce qu'on mesure, en fait, c'est la vitesse à laquelle ils le font. Et l'idée, c'est que c'est plus simple de le faire si les concepts qui vont ensemble sont du même côté. Donc, par exemple, dans celui-là, les prénoms féminins et les tâches domestiques, dans celui que j'ai présenté sur l'image, les prénoms féminins et les tâches domestiques sont tous les deux à gauche. Et les prénoms masculins et la politique sont tous les deux à droite. Donc si les tâches domestiques et les femmes vont dans votre tête ensemble, c'est un peu plus facile, donc vous irez un peu plus vite. Si les tâches, si on avait présenté le test dans l'ordre inverse, en mettant la politique du côté des femmes et les domestiques du côté des hommes, si ça ne va pas bien ensemble, ça prend un petit peu plus de temps de faire. Vous le faites quand même, vous arrivez à le faire, mais ça demande à chaque fois une réflexion parce que vous voyez un terme domestique, vous dites « Ah oui, ça vient à gauche », puis « Ah non, maintenant c'est… » Et donc on fait faire ce test plusieurs fois aux gens dans différents, en choisissant au hasard l'ordre, parce qu'il y a aussi, il pourrait y avoir des petits… On pourrait s'habituer à le faire. Et le résultat, c'est que les gens vont effectivement plus rapidement quand les blocs sont stéréotypiques, c'est-à-dire on a les femmes et les activités domestiques d'un côté, les hommes et la politique de l'autre, que quand on a des activités pas stéréotypiques. Si ça vous intéresse, sur le site implicit.org, il y en a des douzaines et des douzaines de tests. Vous pourrez tester votre racisme, votre sexisme, votre intérêt pour la technologie versus les traditions. Il y en a toute une série. Et c'est assez frappant. Parce qu'on ne peut pas vraiment, même si vous essayez de ne pas tomber dans le piège, on ne peut pas vraiment se forcer à trouver ça plus facile, de mettre ensemble les choses qui vont ensemble pour nous. Donc on a commencé par faire ça. Deuxième chose qu'on a fait, c'est faire écouter aux gens un discours, soit prononcé par même le même discours qui avait été prononcé par un vrai pradhan, qu'on a fait enregistrer par des acteurs, hommes ou femmes, et on le fait prononcer, on écoute on leur demande, donc chaque personne écoute seulement un discours, c'est soit par une voix de femme, soit par une voix d'homme. Et ensuite, on leur demande ce qu'ils en ont pensé. Et ce qu'on voit, c'est que dans les endroits ça c'est les hommes, dans les endroits qui n'ont jamais été réservés pour les femmes, ils préfèrent vraiment le discours s'il a été prononcé par un homme. C'est le même, hein. On ne leur pose pas de questions sur le discours. Est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'il a dit? Est-ce que vous voteriez son budget? Parce que la dernière, c'est maintenant, allons, votons pour le budget. Et on voit que ils préfèrent largement les discours prononcés par des hommes. Mais dans les endroits qui ont été réservés pour des femmes précédemment, ou qu'ils sont d'ailleurs en ce moment, ce n'est plus le cas. Cette différence disparaît, et en fait, il y a même un avantage pour les femmes, où tout d'un coup, ils préfèrent le discours prononcé par une femme. Ces résultats des implicit association tests, c'est la même chose. On voit une diminution du stéréotype que la politique est pour les hommes et les tâches domestiques pour les femmes. Donc, malgré leur résistance à avoir des femmes en politique, le fait qu'ils n'aiment pas, le fait d'en voir une, en fait, fait changer l'opinion des gens, au moins sur la compétence des femmes en général à exercer en politique. Et c'est pour ça que, du coup, d'autres, même si ces premières femmes qui ont été sujettes, comme la mère de Doula, à ce backlash, à ces mauvais jugements sur leur performance, ils sont un peu les agneaux sacrificiels des premières générations de femmes qui ont essuyé toutes les insultes au départ, en fait, ouvrent la voie à d'autres femmes qui peuvent entrer avec des préjugés qui, entre-temps, grâce à aux premières femmes qui sont passées, ont diminué d'intensité. Alors, du coup, au début, donc ils essayent de persuader la maman de Nilou. Et
elle résiste un petit peu. Elle dit « je suis pauvre, je suis bête, personne ne va voter pour moi ». Donc c'est le deuxième obstacle, c'est l'autocensure. Est-ce que les femmes refusent d'aller en politique parce qu'elles se disent, elles intériorisent ces stéréotypes où la politique n'est pas une profession respectable pour une femme? Et une expérience qui a été démontrée au Canada pour montrer l'importance de cette autocensure, c'est-à-dire le fait que les préjugés sont tellement dans l'air que ça peut décourager les femmes potentielles ou les jeunes filles à entrer en politique. Donc, ils ont, dans cette enquête, ils ont interviewé des jeunes femmes et ils leur ont lu soit ce script-là, soit le bleu, soit le vert. Donc, le bleu dit, comme vous le savez peut-être, les études existantes ont montré que les femmes en savent beaucoup moins sur la politique que les hommes. Les recherches, on ne pourrait pas faire ça en économie. On n'a pas le droit de faire des choses qui ne sont pas vraies, de dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais en psychologie, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. En économie, on n'a pas le droit, dans une expérience, de mentir aux gens. On doit garder on doit dire la vérité, autant qu'on la connaisse. Mais en psychologie, ils ont le droit de mentir aux gens si après ils leur disent qu'en fait, c'était pas vrai. Donc voilà, vous savez, les études existantes ont démontré que les femmes en savent beaucoup moins sur la politique que les hommes. Les recherches en psychologie ont montré que les femmes n'ont pas les qualités et les qualifications nécessaires pour être des bonnes candidates politiques et qu'elles obtiennent de mauvais résultats aux élections. Ça, c'est le bloc stéréotype. Et d'autres personnes ont eu l'autre bloc, au contraire, qui montre que les femmes possèdent les qualités et les qualifications nécessaires, etc. Et les étudiantes qui lisent le discours stéréotypé sont moitié moins nombreuses à désigner la politique comme une de leurs 5 professions favorites par la suite. Bon, c'est un peu forcé comme expérience, c'est un peu forcé le trait, mais c'est montrer le fait de dire que quand il y a des stéréotypes qui existent, non seulement ça a des effets sur les votes, mais ça a des effets même sur qui accepte de candidater. Donc la maman de Lilou, elle dit « personne ne va vouloir voter pour moi ». Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, évidemment, c'est que les femmes en sont des nouveaux entrants, puisque par définition, il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant. Donc, elles s'opposent à des gens qui sont là en place depuis longtemps. Et là, en l'occurrence, Magou, qui est donc le mari de Nour, mais qui était avant le chef du village, il dit « Ma famille a toujours été à la tête du village, cette année, c'est encore moi qui vais gagner. » Les gens savent bien ce qui est bon pour eux. Donc, pour une femme, pour entrer, puisque la femme de la dynastie refuse d'entrer, pour des raisons qu'on a de normes sociales, etc., qu'on a discutées, pour de nouvelles femmes qui pourraient se dire « Ah ben maintenant, peut-être, je pourrais essayer », il y a cette objection-là, c'est la force des personnes qui sont déjà en place, le verrou qui peut être exercé par les gens qui ont déjà le pouvoir. Donc Nour, là, elle dit « Oui, moi je ne veux pas me représenter, mais peut-être je pourrais l'aider en secret ». Et dans cette histoire, Magou finit par se laisser convaincre qu'il y a un autre moyen d'être influent que de participer lui-même aux élections. Et en fait, il propose de financer la campagne des autres, enfin une petite campagne électorale pour tous les gens qui veulent essayer. Donc on voit différentes personnes, dont la maman. Est-ce que c'est fou comme histoire? Est-ce que c'est pas vrai? Alors, en fait, il y a quelque chose de réel qui est derrière cette idée qu'on a repris dans l'histoire. C'est que, comme je le disais, au Rajasthan, seuls 6% des femmes élues sur un quota se représentent. Mais par contre, quand il y a un quota, à l'élection suivante, il y a plus de candidats, hommes et femmes. Parce que sans doute le simple fait que, comme c'est une femme qui est élue, qu'elle ne se représente pas, que c'est le mari qui se représente, déjà seulement dans 40% du temps, mais puis en plus, c'est pas elle. Donc du coup,
ça rend le verrou sur la politique un tout petit peu plus ouvert, disons, et ça permet au champ en fait, politique de s'ouvrir. Le simple fait qu'il y ait un quota, que la femme du coup parte, qu'il n'y a donc pas de candidat traditionnel, naturel pour reprendre, fait que le champ s'ouvre. Et on voit plus de candidats, plus d'hommes, plus de femmes, plus de gens d'horizons un petit peu plus variés qui entrent en politique après un quota, un petit peu comme dans l'histoire de Oula. Donc il y a d'autres femmes se présentent. Il y a l'effet rôle modèle dont on a déjà parlé, il y a l'effet réseau puisque la maman peut aller convaincre son ami de participer aux élections. Et il y a aussi l'effet simplement d'ouverture, d'appel d'air qui est créé par avoir un candidat fragile en fait. Donc, est-ce que c'est possible de créer cet effet d'ouverture, cet effet rôle modèle, sans avoir le quota lui-même? Donc, c'est une question qu'on s'est posée avec Rohini Pandey et Abhijit Banerjee. Donc, on a décidé d'essayer de faire une campagne électorale, de faire une campagne d'information pour sensibiliser les électeurs justement au fait que c'était possible de ne pas réélire les mêmes personnes qui étaient déjà là, et aussi au fait que les femmes pouvaient diriger. Donc on a fait une campagne pour sensibiliser les électeurs au Rajasthan en 2010. On a utilisé comme base le théâtre de rue, qui est très très populaire dans cette région du Rajasthan. Les gens invitent des troupes de théâtre de rue pour les mariages, pour les fêtes, etc. Ils font des petites pièces très amusantes, un petit peu grivoises, avec de la musique, etc. Tout le monde vient sur tous les sujets. Et ça a été utilisé par des organisations non gouvernementales pour faire des campagnes pour pour la santé, etc. Et aussi donc pour la politique. Donc on a embauché des troupes d'acteurs, vous en voyez deux là, d'acteurs, d'actrices, pour faire une campagne. Et on a fait deux versions de la campagne. Une version qui insistait juste donc dans la pièce. Pour la campagne, il y avait une pièce de théâtre et chaque famille recevait en plus un poster qu'ils pouvaient mettre chez eux. Sur le poster, il y a un rappel de ce qui a été fait dans le district, en particulier pour ce qui est de la mise en œuvre du programme de protection sociale, donc de travaux publics, dont je vous parlais avant, qui est maintenant mis en œuvre par les Pradhan. Il n'y a pas de description de ce qui s'est passé dans leur village à eux, c'est juste la moyenne pour le district. Donc l'idée, c'est que ça vous donne un point de comparaison. Vous pouvez voir ce qui a été fait chez vous en comparaison à ce qui a été fait dans le reste du district. Donc toutes les familles ont reçu un poster. Dans la pièce, il y avait l'histoire de la pièce et quelqu'un tombe à vélo parce qu'il y a un trou dans la rue, du coup ils discutent, ah oui, mais c'est du ressort du Pradhan, on aurait pu le réparer, et ah oui, mais tout le monde peut se présenter, etc. C'est quelques semaines avant les élections, et en fait quelques semaines avant l'élection au Rajasthan, c'est là où les gens commencent à se présenter. C'est pas du tout comme aux États-Unis où la campagne électorale commence le lendemain de l'élection. Ici, c'est 3 semaines avant, 2 semaines avant, les candidats se présentent. Donc, chaque personne a eu ce poster, et dans le poster, vous voyez qu'il y a deux versions. Là, il n'y a qu'une seule colonne sur le poster de droite, alors qu'il y a 2 colonnes sur le poster de gauche. La colonne sur le poster de gauche, ça compare dans le district les performances des hommes et les performances des femmes. Et en gros, en termes de performance, les hommes et les femmes sont tout à fait comparables au Rajasthan. Donc ça donne ce message. Et la pièce était un tout petit peu différente. Il y avait ça parlait parce que c'était une femme qui était Pradhan, et donc ça insistait sur la possibilité que ce soit une femme qui soit Pradhan. Donc on a dans tous les endroits une pièce pour faire bouger un petit peu les gens sur l'idée qu'il faut voter pour un Pradhan qui va effectivement réaliser des choses pour le village, pas juste pour la personne pour qui vous avez toujours voté toute votre vie.
que le pradhan est important, qu'il a des choses à faire. Et la deuxième chose, pour la première version, deuxième version, même chose, et d'ailleurs, les femmes font ça aussi bien que les hommes. Donc ça, c'était l'idée. Donc ce qu'on voulait savoir, c'est si en informant... D'abord, est-ce que ça fait une différence d'informer comme ça? Et d'autre part, est-ce que si on informe que les femmes font aussi bien que les hommes, on peut accélérer le processus et on n'a plus besoin de réservation, de passer par des cycles de réservation. Donc on voit là, dès qu'il y a une campagne, le pauvre Magou, il a un petit peu de mal à expliquer ses projets parce qu'il n'a pas trop l'habitude de faire campagne. Donc dès qu'il y a une idée de campagne, en fait, dès que les gens se concentrent sur pourquoi on est élu, quel est le rôle du pradhan dans le village, ça ne lui réussit plus tellement. Et ça reflète un petit peu ce qui s'est passé dans notre expérience à nous. Ils voient bien qu'ils n'ont plus rien à proposer pour le village, donc dans notre histoire à nous, finalement, ils décident de ne pas se présenter. Ce qu'on trouve, nous, c'est que, d'une part, effectivement, quand il y a eu la campagne, il a moins de chances de se présenter, donc voilà, il décide de laisser se présenter d'autres gens qui ont des idées diverses et variées. C'est exactement ce qu'on trouve au Rajasthan, que cette campagne pousse le dirigeant en place à ne pas se représenter et favorise l'entrée de candidats plus inhabituels. Donc des femmes, des gens d'autres castes, des gens en fait souvent plus éduqués que les gens qui étaient au départ. Mais initialement, pas plus de femmes. Après, on voit plus de femmes. Et par ailleurs, ce qu'on trouve, c'est que parmi ceux qui se présentent, leur probabilité d'être réélus est plus sensible à leur performance. Donc chez ceux qui se représentent, ils sont récompensés s'ils ont bien géré les choses et ils sont punis beaucoup plus fortement s'ils ont mal géré les choses. Donc les gens, en fait, de voir cette pièce de théâtre et de penser, se disent « Ah oui, finalement, il faut quand même qu'on élise quelqu'un qui va faire quelque chose pour nous. » Et ils ont l'information pour prendre cette décision, mais en général, il n'est pas très actif dans leur processus de décision. Par contre, la version axée sur les femmes ne fait aucune différence, et si elle en fait une, elle est plutôt moins efficace que la version axée sur les hommes. Elle n'a pas d'effet pour encourager plus de femmes à devenir candidates, et elle n'a pas d'effet pour faire élire plus de femmes. C'est un peu comme si, elle est un petit peu moins efficace, c'est un petit peu comme si dès qu'on parlait de femmes, les gens se disaient « Oh là là, c'est une histoire de femmes, ils veulent encore nous persuader d'élire des femmes. » On ne s'intéresse plus à ce qu'ils ont à nous dire. Ça, c'est les résultats de court terme. En 2015, donc la deuxième élection, là, on voit qu'il y a plus de femmes qui se présentent. Donc, au fur et à mesure, le fait d'ouvrir finit par ouvrir aussi aux femmes. Elles gagnent plus de votes, même si ce n'est pas tout à fait suffisant pour les faire élire. Et la performance axée sur les performances des femmes n'est pas plus efficace, à nouveau, plutôt moins. En comparaison, on a aussi les réservations, les quotas pour les femmes, on peut aussi regarder l'impact. Et là, on trouve toujours que les quotas pour les femmes induisent plus de femmes à se présenter, comme au West Bengal, comme au Maharashtra, que les quotas pour les femmes induisent plus de femmes à se présenter et plus de femmes à être élues. Donc on ne peut pas vraiment... il n'y a malheureusement pas de court-circuit, et le résumé. Donc voilà pour les femmes en politique. Donc les femmes en politique font une différence. Avoir des quotas fait une différence, accélère leur participation, fait élire des gens qui prennent des vraies décisions qui sont différentes et change les mentalités, à la fois la perception de la possibilité d'avoir des femmes en politique, ouvrant ainsi, je ne dirais pas un boulevard, mais au moins une petite route de terre aux femmes après, et aussi, même plus généralement que ça, la représentation des femmes dans la carrière, etc., et servent de rôle modèle plus généralement. Continuons donc sur le modèle sur le mode du leadership, mais maintenant parlons du marché du travail.
Là aussi, donc là j'ai insisté donc, dans la question du leadership sur le rôle essentiel de la norme sociale qui empêchait les femmes de participer à plein régime. Dans le marché du travail, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur le marché du travail. Aujourd'hui, je vais insister sur cet aspect de confronter et changer les normes. Les mêmes sujets qui touchent les femmes en politique touchent également leur participation au marché du travail. La norme sociale, qui dit que c'est pas qu'un homme ne doit pas laisser sa femme travailler dehors, parce que ça, pour tout un tas de raisons qui varient d'un pays à l'autre. Les rôles traditionnels féminins, en particulier le fait que la responsabilité du ménage incombe aux femmes, essentiellement ou uniquement, et l'organisation qui n'est pas compatible avec l'organisation du travail, donc l'un ou l'autre doit changer, et la place dominée dans la famille des femmes qui fait que leurs préférences ne sont pas prises en compte autant qu'elles ne devraient l'être. En Inde, 100 millions de femmes qui voudraient travailler donc, ne peuvent pas le faire. Ça, c'est le résultat d'une enquête qui a été faite sur moins de femmes que ça et multipliée sur le nombre de femmes, du nombre de femmes qui disent qu'elles voudraient travailler et qu'elles ne peuvent pas parce que leur famille l'en empêche. 100 millions, ça veut dire que largement plus que la population de toute la France est interdite de travailler à cause de tout cela. En général, il y a une relation en U entre la participation, entre le revenu per capita par tête et la participation des femmes au marché du travail. Où dans les endroits très très pauvres, tout le monde travaille parce qu'il faut bien que tout le monde travaille. Donc, vous voyez ici le Burundi, Malawi, Mozambique, tout le monde travaille, les hommes et les femmes. Et puis, au fur et à mesure que les pays s'enrichissent, la norme sociale, ça devient plus tellement indispensable que les femmes travaillent, du coup la norme sociale prend le dessus et les femmes travaillent moins. Alors après, on a des pays où c'est particulièrement faible, comme l'Inde, qui a une des participations des femmes au marché du travail la plus faible du monde. Et puis après, au fur et à mesure que les revenus augmentent, à partir du creux de ce U, au fur et à mesure que les revenus augmentent, les normes changent, l'organisation du travail s'adapte et on voit plus de femmes travailler. Donc en général, on a cette courbe en U entre revenus du pays et participation des femmes au marché du travail. Alors commençons par la norme sociale. D'où viennent-elles ces normes sociales? L'anthropologue Esther Boserup a émis une hypothèse qui est celle de la charrue. Et l'idée, c'est que dans les endroits avant l'agriculture, avant l'apparition de l'agriculture, ou dans les cultures qui aujourd'hui sont encore cultures où les gens rassemblent les choses, les femmes et les hommes sont également utiles. À partir du moment où l'agriculture est introduite, dans certains climats et pour certaines cultures, on a besoin de charrues. Et la charrue on peut utiliser la charrue, et la charrue est un travail qui demande énormément de force physique. L'hypothèse d'Esther Boserup, c'est dans les endroits où la charrue est intervenue, donc les hommes ont pris, au moment du passage à l'agriculture sédentarisée, les hommes ont pris, disons, le pouvoir, parce qu'ils étaient indispensables, et ont pris le pouvoir en particulier de la sphère de travail externe, d'où la division du travail dans la famille entre la sphère domestique pour la femme et le travail à l'extérieur pour l'homme, et l'établissement de ces normes sociales qui sont encore avec nous. Et donc bien après la disparition de la charrue, son hypothèse c'était qu'on retrouve moins de participation au marché du travail chez les femmes dans ces endroits-là. Alors c'était une hypothèse qu'elle documentait avec certains exemples. Par exemple, même en Inde, on voit le nord et le sud de l'Inde. Le nord, c'est un pays plutôt de charrue traditionnellement, et l'Inde de riz.
transplanté, qui n'a pas besoin de charrue. Mais cette théorie n'a été testée que quantitativement que récemment, grâce à un index qui a été produit par la FAO pour chaque endroit du monde, chaque petit pixel du monde nous disent quelles sont les cultures qui sont appropriées à cet endroit-là. Donc, quels sont pas forcément ce qui est effectivement produit, mais ce pourquoi le climat est adapté. Et donc, il y a une étude de Nathan Nunn, Paola Giuliani et Alberto Alisina qui regarde simplement quelle est la corrélation entre la participation des femmes au marché du travail et d'abord l'usage traditionnel de la charrue, et ensuite l'usage probable de la charrue selon le climat. Est-ce que le climat est approprié à des endroits, à des cultures qui demanderaient de la charrue? Et quand on fait ça, on voit une relation assez forte entre la participation des femmes aujourd'hui et bien après, qu'on n'ait vraiment plus du tout besoin d'hommes qui poussent des charrues, et l'usage traditionnel de la charrue. Donc la maman de Oula, elle parle de tous ses amis qui vont se moquer de lui s'il se présente. Donc aujourd'hui, il y a non seulement, parce qu'on pourrait se poser la question de pourquoi cette norme sociale est tellement persistante. Pourquoi, alors qu'il n'y a plus du tout de charrues en Arabie Saoudite, les femmes ne peuvent pas travailler à cause de la norme sociale. Et une des raisons pour lesquelles cette norme sociale pourrait être persistante pourrait être en quelque sorte un malentendu. C'est-à-dire que ce que Nour dit aux enfants, c'est les amis de ton père vont se moquer de lui. Donc ça représente son idée que c'est les autres qui... Peut-être que lui serait d'accord, mais c'est les autres qui n'aiment pas voir les femmes travailler. Et effectivement, si jamais... Comment une norme sociale évolue, il faut qu'on puisse avoir des conversations, ou il faut qu'on puisse en parler, ou il faut que ce soit présenté dans les manuels scolaires, ou il faut que ce soit à la télévision. Il y a une étude, je vais vous montrer une étude en Arabie Saoudite qui est sur cette question de la misperception des normes sociales. Et cette étude commence par montrer un graphique très simple qui dit combien de fois les gens parlent de la question de est-ce qu'il est approprié de laisser une femme travailler ou pas. Et en fait, pas très souvent. Donc 16% disent qu'ils en parlent souvent avec leurs amis, donc à peu près 1 sur 6. Mais plus de la moitié n'en parlent que rarement ou jamais. Donc plus de la moitié des gens n'ont jamais eu une conversation à ce sujet. Du coup, si jamais la norme sociale, si jamais leurs amis avaient changé d'avis sur cette question, ils n'auraient pas vraiment de raison de le savoir. Donc du coup, des normes qui paraissent évidentes à tous, même si elles évoluent de manière privée, peuvent ne pas, on peut ne pas être au courant que cette évolution a eu lieu. Donc dans cette étude en Arabie Saoudite, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent 500 hommes jeunes et ils les emmènent dans des sessions d'une trentaine de personnes, et ils leur posent 2 questions. D'abord, est-ce que vous accepteriez que votre femme travaille à l'extérieur de la maison? Donc c'est que des jeunes hommes mariés. Et deuxième chose, regardez les 30 personnes autour de vous, là. À votre avis, parmi ces 30 personnes, il y en a combien qui accepteraient de faire travailler leur femme? Alors, la réponse, c'est que 84% des gens seraient d'accord pour que leur femme travaille, mais 2/3 d'entre eux sous-estiment les réponses des autres, pensent que les autres n'accepteraient pas. Donc, ce que vous voyez ici, les barres, c'est la différence entre ce que les gens devinent et la vérité. Donc, la vérité, c'est 84% ont accepté, et donc à 0, c'est si quelqu'un est exact.
Si c'est au-dessus de 0, c'est quelqu'un qui est plus optimiste, enfin qui pense que les autres sont plus libéraux que lui. Et si c'est négatif, c'est le contraire. Et vous voyez que 2/3 des gens pensent que les autres sont contre. Parfois, vraiment, il y a des écarts. Par exemple, le mode est à peu près la médiane est à peu près à 40%. 40% de différence, donc s'il y a entre la vérité, ce qui est 84%, et ce que les gens pensent être la vérité. Donc 84% seraient d'accord, mais moi, je pense qu'il n'y a que 40-50% des gens qui l'accepteraient. Donc ça veut dire qu'au moment où eux, ils seraient en fait d'accord pour laisser leur épouse travailler, ils risquent de ne pas le faire parce qu'ils pensent que les autres les regarderaient négativement. Et en fait, les autres ne les regarderaient pas négativement parce qu'ils ont exactement la même opinion, mais ils ne l'ont pas partagée. Donc il y a une espèce de malentendu sur ce qu'est la norme sociale. Alors, cette expérience est très simple. Elle consiste à dire, une fois que ils ont posé la question sur eux-mêmes, et ensuite ils leur demandent, et les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ensuite, ils leur disent soit rien, soit ils leur disent, mais vous savez, en fait, en réalité, 84% des gens pensent que les femmes peuvent travailler, d'après les enquêtes qu'on a faites. Et ensuite, ils leur proposent plusieurs choses. D'abord, immédiatement, ils leur proposent de s'inscrire, soit de prendre un bon Amazon et de rentrer chez eux, soit d'inscrire leur épouse à un site qui va l'aider à trouver un emploi. Donc ça donne immédiatement une réponse rapide à est-ce que ça a changé leur opinion sur la question. Alors, donc ça c'est la fraction des gens qui choisissent d'inscrire leur épouse à ce site. D'abord, parmi ceux qui sous-estimaient, donc c'est la grande majorité, qui sous-estimaient la norme sociale chez les autres. Le contrôle groupe, il y a 20% des gens qui acceptent d'inscrire leur femme au site, ou qui choisissent d'inscrire leur femme au site, et dans le groupe de traitement, 33%. Donc il y a une différence de 10 points de pourcentage, rien que parce qu'on leur a dit, mais vous savez, les autres, ils ont la même opinion que vous, en fait. Parmi ceux qui surestimaient, on trouve l'effet inverse, mais il est très faible et pas très significatif, mais comme il y a très très peu de gens dans cette catégorie, c'est difficile d'avoir des résultats précis. Un peu plus tard, donc ça, quand j'ai d'abord lu cette étude, j'ai trouvé ça, c'est vraiment très intéressant, mais en même temps, ils viennent juste de leur dire oh, les autres gens pensent la même chose que vous, ils viennent juste de les informer, puis ensuite ils leur proposent de s'inscrire pour un site. Bon, si vous êtes un peu poli et que vous faites partie d'une expérience, vous pouvez dire allez, je vais m'inscrire à leur site, là, c'est pas... Ils viennent juste de me dire ça clairement, eux ils pensent que c'est important que les femmes travaillent, je ne vais pas les décevoir. C'est ce qu'on appelle la demande pour de faire les choses pour faire plaisir à l'expérimentateur. Donc la première fois que j'ai lu cet article, j'étais un petit peu inquiète de ça. Je me dis peut-être qu'ils essayent juste de vous faire plaisir, mais qu'en fait, ce n'est pas réel. Donc je leur ai demandé de refaire une expérience avec une décision qui ait plus de poids que juste s'inscrire à un site. Parce qu'après, on s'inscrit à un site, puis on n'est pas obligé d'en faire quoi que ce soit. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont refait quelques mois plus tard une autre expérience où ils ont informé les gens directement de la norme sociale en disant oui, 84% des jeunes hommes en Arabie Saoudite pensent que leur femme peut travailler à l'extérieur. Et ensuite, ils ont proposé un job. En fait, c'était parmi des gens qui étaient candidates pour un job. Et ils leur ont donné le choix entre travailler de leur maison ou travailler depuis un bureau. Sachant que si elles travaillaient de leur maison, il y avait moins de possibilités d'avancement, il y avait moins de possibilités d'en faire une vraie carrière que si elles allaient au bureau. Donc, le désavantage d'aller au bureau, c'est que c'est à l'extérieur, mais l'avantage, c'est que peut-être il y a plus une vision de carrière derrière. Et donc, on a le contrôle groupe auquel
On ne leur a pas dit quelle était la norme sociale, on ne leur a pas dit que 84% des gens étaient d'accord, et le groupe de traitement. Et vous voyez que dans le contrôle groupe, à peu près un tiers des gens choisissent d'aller travailler à l'extérieur et le reste choisissent de travailler depuis la maison. Dans le groupe de traitement, on passe de 20% à 35%. Dans le groupe de traitement, 35% des gens acceptent d'aller travailler à l'extérieur. Donc ça a une grosse différence pour une vraie décision. Alors ça pourrait être une fausse décision si les gens ne viennent pas effectivement, mais le deuxième graphique ici nous montre est-ce qu'elles sont venues effectivement travailler, et on voit que la même différence, entre venir effectivement travailler, se présenter effectivement, selon simplement qu'on leur a dit 84% des jeunes gens pensent que les femmes peuvent travailler à l'extérieur. Donc ça montre à la fois l'importance de la norme sociale, mais aussi le fait que les gens se concentrent, se trompent sur ce que peut être la norme sociale. Donc si les normes sociales sont en partie le produit d'un défaut de communication, alors il est peut-être possible de les changer à l'école. On voit ici Bibir, qui dans notre histoire est celui qui se fait en fait l'écho de ce qu'il pense être la norme sociale. Si Magou dit qu'elle ne peut pas se présenter, elle ne peut pas se présenter, c'est tout. C'est ce qu'il a appris à l'école. Enfin, c'est ce qu'il a appris à la maison, probablement. Donc la question, c'est est-ce que l'école, si c'est vraiment une question de ne pas... si c'était vraiment changer très profondément les esprits des gens, on pourrait peut-être le faire à l'école quand même, mais peut-être ce serait difficile, parce qu'après ce serait contredit par ce que les enfants apprennent dans leur famille. Donc beaucoup de gens sont un petit peu pessimistes sur la capacité de l'école à changer des visions, des normes qui sont potentiellement très profondément ancrées. Mais ce que nous dit cette expérience en Arabie Saoudite, c'est peut-être qu'elles ne sont pas du tout ancrées si profondément que ça. Peut-être que si c'est une question de malentendu sur ce que les autres pensent, peut-être que simplement pour Bibir, par exemple, d'écouter le message à l'école qui est que non, les femmes peuvent travailler, les femmes peuvent se présenter, peut-être qu'il est parfaitement prêt à écouter ce message, et peut-être ce message ne sera pas contredit quand il rentrera chez lui. Donc, est-ce que si on essaye de changer la norme sociale par l'enseignement, est-ce qu'on y arrive ? Il y a eu une expérience extrêmement intéressante, extrêmement importante de Seema Jayachandran, qui a essayé de montrer si c'était le cas ou pas, avec une organisation qui s'appelle Breakthrough, qui est une organisation en Inde qui lutte en particulier contre la violence domestique, mais aussi plus généralement pour la représentation des femmes. Donc, ce qu'ils ont fait avec Breakthrough, c'est dans 300 écoles de l'État de l'Haryana, qui est un des États où il y a le plus de féminicides des petites filles, qui a un très fort, très faible taux de participation des femmes dans le marché du travail, etc. Donc, c'est vraiment un des États les plus conservateurs de l'Inde de ce point de vue-là. Ils ont fait une expérience dans 300 écoles, un programme qui s'appelle Taran Kit Koli, un gang de stars de Breakthrough. Un programme qui demandait du temps, 45 minutes toutes les 3 semaines sur 2 ans, donc ça prend du temps, en même temps c'est pas extrêmement intensif, qui parlait aux enfants de discrimination de genre, d'attitude, des réponses possibles en cas de s'ils étaient témoins par exemple de comportements agressifs ou déplacés, etc. Après ces 2 ans, ils ont fait une enquête, puis après une autre, qui nous disent quels sont les effets sur les représentations, les opinions des enfants et sur les opinions que les enfants ont des autres. Donc là, ce que je vous montre sur les barres, c'est déjà les différences entre traitement et contrôle. Et on voit qu'il y a 13% de plus d'enfants qui pensent que les femmes devraient avoir le droit de travailler.
Il y a 6% de plus d'enfants qui pensent que les autres pensent la même chose. 6%, et il y a 7% des gens qui le pensent et qui pensent que les femmes doivent travailler et que la communauté ne les empêchera pas. Donc ça c'est pour les femmes qui veulent travailler. Même chose, même type d'effet positif. Donc presque 10% d'enfants en plus qui pensent que les femmes devraient avoir le droit d'étudier à l'université, même si c'est loin de chez eux. Une autre mesure. Donc de manière générale, ça c'est juste 2 mesures que j'ai choisies pour vous, mais de manière générale, une progression à la fois de l'opinion des enfants, mais aussi de leur perception de l'opinion des autres. Donc, ensuite, ils ont aussi posé des questions de comportement. Est-ce que vous-même, vous siffleriez une fille, ou est-ce que vous-même, toute une série de comportements divers et variés. Et on voit aussi, à la fois chez les filles et chez les garçons, et encore plus fort chez les garçons, des changements de comportement qui vont dans une direction moins sexiste. Donc pour les garçons, c'est le type de comportement sexiste. Pour les filles, c'est de ne pas aller, par exemple, de ne pas prendre son vélo ou ce type de choses qui montrent qu'elle est limitée par le sexisme des autres. Donc à la fois pour les filles et les garçons, mais encore plus pour les garçons, a un effet non seulement sur les normes, mais aussi sur les comportements au moins reportés. Donc ces effets importants vont un petit peu à l'encontre de ce que beaucoup de gens craignaient, qui est « oh, les normes sociales, elles viennent de très loin, la culture profonde, etc. » C'est dur à changer. Et en fait, montre que l'école peut jouer tout son rôle dans leur changement. Et aujourd'hui, le programme est adopté dans les écoles du Punjab, de l'Orissa et dans plusieurs autres États en Inde, grâce aux résultats positifs de cette évaluation. Une des normes sociales les plus contraignantes, que dans le livre Doula on repère, puisque par exemple quand ils vont, à chaque fois qu'ils voient la maman Doula, Nour, bien que ce soit elle la chef du village, elle est en train de faire manger ou elle est en train de faire la lessive, quand elle leur parle, elle est en train de faire une tâche domestique. Parce qu'une des normes sociales les plus contraignantes, c'est que ce sont les femmes qui doivent s'occuper de la famille et des enfants. Mais le travail à l'extérieur, qui est organisé encore sous une mode un peu tayloriste, peut-être ça a un petit peu changé avec la pandémie, mais le travail extérieur n'est pas compatible en fait avec ces modes-là. Une expérience à Calcutta qui a été faite par Lisa Ho, une de mes étudiantes en thèse, qui est vraiment toute fraîche, presque juste terminée, l'expérience, pas l'étudiante, utilise la flexibilité qui est aujourd'hui permise par les téléphones portables pour regarder si c'est en prenant en compte cette norme sociale qui est très dure à changer, que les femmes doivent rester chez eux, est-ce que c'est le travail qui pourrait s'adapter ? Même aux États-Unis, même en France aujourd'hui, quelqu'un comme Claudia Goldin, qui est une des chercheuses qui travaille le plus sur la participation des femmes au marché du travail, dit que la contrainte aujourd'hui pour les pays riches, c'est que, en particulier aux États-Unis par exemple, c'est que le succès, ça veut dire travailler 80 heures par jour, les avocats, les médecins, les hommes et les femmes d'affaires ont des journées absolument impossibles, qui sont très très difficilement compatibles avec une vie de famille. Et donc elle, Claudia Goldin, pose la question, est-ce que ce n'est pas le travail qui doit s'adapter aux familles plutôt que les familles qui doivent s'adapter au travail au bout d'un moment? Et bien cette expérience, ça fait la même chose pour l'Inde. Elle dit, est-ce qu'il est possible, est-ce que si le travail s'adapte aux contraintes des femmes, qui sont différentes à Calcutta qu'elles le sont aux États-Unis, on a un effet sur la capacité pour les femmes de travailler. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle a fait un partenariat avec une organisation qui demande aux gens d'enregistrer des phrases sur leur téléphone pour créer des immenses bases de données qui permettent aux programmateurs d'intelligence artificielle d'entraîner leurs algorithmes. Donc de fait, c'est une tâche qui est utile, qui peut se faire de chez vous et qui ne demande pas d'être particulièrement
éduquée ou d'avoir il suffit d'avoir un téléphone. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a recruté des gens pour faire ces tâches et elle leur a proposé différents types de jobs. D'abord, le plus flexible, c'est voilà, sur votre téléphone, dès que vous avez le temps, hop, vous enregistrez vous faites quelques tâches en fait, c'est surtout des tâches d'enregistrement, il y a d'autres tâches aussi. Donc il y a une petite app, elles cliquent, elles font leurs tâches et ensuite elles sont payées à la pièce en fait, au nombre de tâches. Donc le plus flexible, c'est vous le faites quand vous pouvez. Ensuite, il y a des tâches de moins en moins flexibles. Soit on vous demande de le faire à un moment fixé, donc vous choisissez votre moment, mais vous travaillez entre 9h et 12h ou entre 1h et 4h. Soit vous faites quand vous voulez, mais c'est très important pour l'enregistrement qu'il n'y ait pas de voix d'enfant derrière vous. Donc ça rend la combinaison avec le travail domestique de garde d'enfants plus difficile. Soit 4, c'est pas d'enfants en fixed time slot. Et finalement, pour faire ce travail, il faut aller dans un bureau. Il faut que vous travailliez, il faut que vous veniez dans notre bureau et que vous le fassiez dans notre bureau. Et elle commence, donc, première chose, il regarde combien de gens acceptent ce travail. Et ensuite, la plupart des gens, après, quelques jours plus tard, ils reviennent et disent en fait, c'est bon, vous pouvez le faire de chez vous. Et donc la plupart des gens finalement font le job le plus flexible et les autres continuent avec le job qui leur a été offert. Et après, il y a un survey pour terminer. Et le résultat est très très clair, peut-être c'est intuitif, c'est le genre de choses, une fois qu'on vous le montre, ça paraît clair, mais vraiment très quantitativement important. Près de 100% des femmes acceptent le job qui est complètement flexible, alors que la moitié des femmes acceptent le job qui est inflexible. Donc la possibilité de travailler à la maison double l'intérêt pour le job. Alors après, on pourrait se dire, peut-être, mais est-ce qu'une fois qu'elles acceptent le job, mais que c'est complètement flexible, en fait, elles n'ont jamais le temps de le faire, elles ne le font pas, ça ne se fait pas vraiment, et qu'en fait, il y a vraiment une valeur à forcer les gens à venir dans un bureau parce qu'ils vont travailler plus. Mais en fait, ce n'est pas le cas, parce que les gens qui ont été finalement ex-post ont reçu l'objet le plus flexible, ont reçu l'offre le plus flexible finalement, quel que soit ce qu'ils avaient décidé auparavant. En fait, ils travaillent plus quand ils ont une option plus flexible. Parce que, en fait, dès qu'ils peuvent, ils en font, et du coup, ils font plus de tâches, et ils gagnent plus d'argent, etc. Donc, la flexibilité encourage les femmes à accepter leur job et leur permet de travailler plus et de gagner plus. D'où l'importance, non seulement il faut changer, bien sûr, essayer de travailler sur les normes sociales, mais il faut aussi travailler sur l'organisation du travail de manière à ce qu'elle soit compatible avec les responsabilités familiales qui touchent encore les femmes de manière disproportionnée et qui le seront pendant un long moment. Alors là, c'est le mari de Shona, la maman de Nilou, c'est elle en fait, qui la convainc en disant « T'as rien à perdre, c'est toujours toi qui as les meilleures idées, moi j'y crois. » Et c'est elle, et donc c'est lui qui la convainc. Là aussi, c'est pas complètement à hasard que c'est lui qui la convainc, parce que c'est souvent pas les femmes qui décident pour eux-mêmes exactement qu'est-ce qu'elles vont faire. Bon, là, en l'occurrence, c'est Bénard dans notre histoire. Il la convainc de le faire alors qu'elle hésitait, mais souvent c'est plutôt le contraire qui se produit. Le pouvoir de décision dans la famille appartient souvent aux hommes plutôt qu'aux femmes. C'est aussi, Bidir dit ça, on dit oui, de toute façon, s'il ne veut pas que tu te représentes, tu ne peux pas te représenter. Donc, comment faire entendre la voix des femmes? Alors, est-ce que c'est vrai que le pouvoir de la famille est important? Donc ça, c'est une autre expérience qui a été faite par une autre de mes étudiantes dans l'Uttar Pradesh, un autre endroit extrêmement conservateur, où une entreprise de fabrication de tapis, une des plus grandes du monde en fait, d'entreprises de fabrication de tapis, veut absolument essayer de recruter des femmes. Traditionnellement dans la région, c'est des hommes qui font les tapis, mais les femmes sont tout à fait capables de le faire. De toute façon, il n'y a plus assez d'hommes, donc ils ont vraiment un intérêt à ce que les femmes viennent. Donc ils essayent depuis maintenant plusieurs années d'essayer de convaincre les femmes de venir travailler sur leur tapis.
Donc, option 1, pour essayer de faire venir les femmes, persuader les familles. Donc du coup, ils ont préparé cette petite vidéo qui essaye de montrer à destination des maris et des belles-mères. Et la vidéo, je l'ai regardée, re-regardée pour préparer ce cours. La vidéo fait un peu peur en quelque sorte dans le sens où elle insiste vraiment sur les stéréotypes, justement, tout ce qui fait. Elle embrasse les stéréotypes et elle essaye de dire c'est bon, ce job il correspond en particulier. Et elle explique bien qu'il n'y aura que des femmes, que les femmes, il n'y a pas du tout d'hommes, il n'y a pas du tout les superviseurs. Donc ça c'est un autre sujet, c'est le sujet de la jalousie qui n'a pas encore tellement été étudié, mais qui est, je pense, intéressant et qu'il faudrait prendre en compte. J'ai un étudiant qui y travaille d'ailleurs. Mais deuxième chose, la jeune fille explique oui, c'est pas grave, je me levais à 5 h du matin, maintenant je me lève à 4 h du matin, donc j'ai le temps de faire mon travail domestique avant d'aller travailler, puis je travaille de 7 h à 12 h et je reviens, je me couche 1 heure plus tard, tout est fait, c'est parfait, etc. Donc c'est ça la vidéo. Et ça a marché, c'est assez convaincant. Puisque quand on compare le groupe traitement et le groupe contrôle, en particulier, à peu près 2 fois plus de gens se sont inscrits. Et les femmes ont pu non seulement travailler davantage sur ce programme-là, mais aussi travailler davantage plus généralement à l'extérieur de la maison, quand leurs maris ont vu cette vidéo. Ça, c'est à court terme, mais malheureusement, ça vient au prix d'avoir encore moins de temps pour elles-mêmes. Elles passent plus de temps, ce qu'elles gagnent en travail salarié, elles le perdent en loisirs. Et elles ont les mêmes tâches ménagères. Personne n'est venu à leur secours, personne n'a compensé le fait qu'elle travaille 6 heures par jour en plus, là c'est en moyenne, donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris le job, mais donc pour celles qui travaillaient entre 4 et 6 heures par jour, ça n'a pas été compensé par avoir moins de tâches domestiques pendant ce temps. Du coup, en fait, avant, dans le groupe promotion, on demande aux femmes si ça les intéresse de travailler pour ce job. Elles aussi, elles ont vu la vidéo et elles, ça ne les intéresse pas du tout. Donc en fait, la promotion réduit. Au départ, les femmes veulent travailler à l'extérieur. C'est souvent le cas. Les femmes veulent travailler à l'extérieur et leur mari et leur belle-mère leur en empêchent. Mais là, une fois que la vidéo a eu lieu, la vidéo en fait réduit l'intérêt des femmes pour travailler à l'extérieur. Et du coup, au cours du temps, après 6 mois, elles ont toutes arrêté. Parce que, en fait, c'était pas, de fait, pas compatible avec le reste de leur travail. Dans le même contexte, Maddie McElway a aussi regardé l'effet d'une deuxième possibilité. Donc, si les femmes veulent travailler et que les hommes ne veulent pas, première possibilité, il faut essayer de convaincre les hommes. Deuxième possibilité, donner aux femmes le pouvoir de négocier pour elles-mêmes. Donc, dans ce contexte, en Uttar Pradesh, où le pouvoir de négociation des femmes est extraordinairement faible, elle a travaillé avec une organisation de psychologues indiennes pour créer une intervention de quelques semaines pour travailler sur ce qu'on appelle Generalized Self-Efficacy, c'est la confiance en soi. La notion qu'on est capable de se prendre en main et de faire les choses qu'on a envie de faire. Voilà. Donc, voilà un exemple de l'intervention où on montre étape par étape par rapport à l'objectif qui est, par exemple, d'envoyer les enfants à l'école, étape par étape, ce qu'on peut faire pour y parvenir. Donc, ils ont travaillé sur cette intervention. L'intervention a été efficace pour créer cette confiance en soi. Donc on voit juste après l'intervention et même plus d'1 an plus tard, les femmes qui sont dans le groupe de traitement ont plus de confiance en elles que les autres. Donc il semble que ça a marché. Elles travaillent plus.
dans le groupe, donc ça c'est le groupe promotion que je vous ai déjà montré, dans le groupe de traitement de... Elle travaille aussi un petit peu plus, mais surtout à l'extérieur, pas seulement sur le travail qui était proposé pour les tapis, mais en général dans d'autres travails. Donc ce n'est pas forcément ce travail-là qu'elles ont choisi, mais elles réussissent à convaincre leur famille qu'elles peuvent travailler. Donc on les voit travailler plus, mais là non plus, ce n'est pas durable au cours du temps. Donc que ce soit d'agir de convaincre les hommes que c'est compatible avec leur vie domestique, ou de convaincre, ou de travailler sur les femmes et de leur donner, elles, les armes pour convaincre leur mari, ni l'un ni l'autre ne marche sur la durée, parce qu'en fait, la vérité, c'est que combiner les tâches domestiques et le travail à l'extérieur n'est pas compatible dans la durée, tant que ça fait tout peser sur les épaules des femmes, que cette double journée, finalement, ce n'est pas faisable. Et au bout de quelques mois, ils ont demandé aux femmes pourquoi elles sont parties du programme, et on voit que la réponse qui domine toutes les autres, c'est « j'ai trop de tâches domestiques à faire ». Alors après, pourquoi, donc il faudrait l'étape suivante, c'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui les aide, que ce soit recruter quelqu'un pour le faire, que ce soit le mari qui s'y colle un petit peu, ça devient la prochaine question. Donc il y a un petit peu un cercle vicieux ici, où il y a une responsabilité traditionnelle des femmes. Du coup, il y a peu de femmes qui travaillent. Du coup, l'organisation du travail n'est pas faite pour les femmes. Par exemple, même dans ce contexte où OBT voulait vraiment faire travailler les femmes, ils les font travailler dans un contexte d'usine, enfin pas d'usine, mais d'atelier, où elles doivent venir à un endroit déterminé pendant des heures déterminées, alors qu'on l'a vu dans l'expérience sur les téléphones à Calcutta, que ça ferait une différence énorme si elles pouvaient travailler de la maison. J'ai eu une discussion très très récemment, il y a une semaine littéralement, avec le CEO de cette compagnie, où on lui parlait de ses résultats, et je lui disais pourquoi les femmes ne peuvent pas travailler chez elles. Après tout, traditionnellement, en particulier dans le textile, les femmes travaillaient depuis chez elles. Et il m'a dit que c'était intéressant, c'est que les gens qui lui achètent ces tapis insistent pour qu'ils soient produits dans des conditions collectives. Justement parce qu'il y a cette idée de l'esclavage domestique, ils ont peur que ce soit les enfants qui travaillent, etc. Donc il y a un travail à faire en fait, donc c'est pas absurde, hein, tout le monde a ses raisons, mais la combinaison entre ces raisons finalement qui sont pas bien goupillées entre elles fait qu'on n'arrive pas à faire travailler, à donner à ces femmes l'opportunité de travailler dans des conditions qui seraient compatibles avec leur vie maternelle. Alors leur vie de femmes dans la maison. Donc l'organisation du travail ne convient pas aux femmes, donc dans la tête de la personne à Walmart ou Pottery Barn qui achète les tapis, il faut que les femmes travaillent dans des ateliers complets, mais en fait ça ne convient pas. Du coup les femmes ne restent pas, du coup il y a très peu de femmes dans le marché du travail, etc. Et le cercle vicieux continue. Une des choses quand ils font leur voyage dans le village, quand ils font leur petit périple dans le village et qu'ils demandent à tout le monde alors qu'est-ce qu'elle a fait, Nour, une des femmes leur dit nous on nous donne du travail à faire pendant la saison sèche. Il dit Magou aussi, oui c'est vrai que tout le monde peut travailler. Et la dame dit oui mais Nour elle a trouvé quelqu'un pour s'occuper de nos enfants pendant qu'on travaille. Ça, aucun homme n'y avait pensé. Donc, ce qu'elle dit, c'est que le fait d'avoir une femme qui est en charge, ça permet d'organiser le travail d'une manière qui soit peut-être plus compatible avec les demandes des femmes. Donc, est-ce que c'est vrai que mettre des femmes en charge de penser à l'organisation du travail les conduit à des conditions de travail qui soient plus compatibles à faire venir les femmes. Il y a une étude d'une autre étudiante, Garima Sharma,
avec des co-auteurs, Viola Corradino, une étudiante du MIT, et Ricardo Lagos, qui regardent exactement ça au Brésil. Ce qu'ils regardent, c'est que ce qu'ils exploitent, c'est que le fait que dans un syndicat, un des syndicats importants du Brésil, le CUT, en 2015, ils ont passé une résolution disant qu'il fallait au moins 50% de femmes dirigeantes dans le syndicat. Donc 50% de plus de femmes dirigeantes dans le syndicat. Un livre de résolution pour aider, du coup, résultat de ça, un livre de résolution pour qu'est-ce qu'il fallait pour aider les femmes dans les conventions collectives et pas juste les hommes. Et plus de leadership, plus de femmes dans le leadership local au niveau de chaque entreprise ou de chaque ville. Donc la question qui se sont posées, c'est est-ce que d'avoir cette augmentation du nombre de femmes dans le leadership syndical, ça conduit à de meilleures conditions de travail pour les femmes. On revient un petit peu en arrière, enfin on boucle la boucle du leadership politique, marché du travail, et maintenant c'est une forme de leadership politique dans le contexte du marché du travail. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont épluché les conventions collectives de chaque entreprise et ils ont codé les clauses qui sont plutôt favorables aux femmes. Donc par exemple, donc ils ont deux listes, soit ça peut être fait a priori, soit ça peut être fait en utilisant les préférences révélées des hommes et des femmes. Ça ne change pas grand-chose au résultat. Les clauses favorables aux femmes, c'est par exemple congé maternité pour l'adoption, congé paternité, en fait, c'est aussi une clause. Organisation plus de congés de maladie, flexibilité de congés de maladie, possibilité de travail à temps partiel, vacances, etc. Bref. Donc, ils calculent le nombre de clauses favorables aux femmes, soins de santé pour la maternité, pour l'avortement, support à l'adoption, etc. Ils comptent le nombre de clauses favorables aux femmes et la part des clauses favorables aux femmes. Et ils montrent que dans les deux cas, à partir du moment où on peut comparer les entreprises où c'est le CUT qui est en charge de la négociation, parce que selon les entreprises, c'est soit le CUT, soit d'autres syndicats qui sont en charge de la négociation collective. Et à partir du moment où le CUT adopte 50% de femmes dans le leadership national, on voit dans ces entreprises-là une augmentation du nombre de clauses favorables aux femmes et une augmentation de la part des clauses favorables aux femmes. C'est pas parce qu'il y a moins de clauses pour les hommes, mais c'est qu'il y a une augmentation plus grande pour les femmes. Ce n'est pas au détriment de clauses pour les femmes, mais c'est en plus, des listes en plus. Ensuite, elle regarde si c'est payé par des salaires plus faibles, et trouve que non, les salaires, l'augmentation des salaires suit la même trajectoire. Et il faut même l'argument que d'avoir ces clauses favorables aux femmes finit par être profitable pour les entreprises, en particulier parce que ça permet une rétention les femmes restent plus longtemps dans l'entreprise, et comme à chaque fois que quelqu'un part, il faut trouver quelqu'un d'autre, le reformer, etc. Le fait d'avoir une main-d'œuvre, la main-d'œuvre féminine plus fermement établie dans l'entreprise, finit par être bénéficiaire à tout le monde. Donc leur argument, c'est que ces clauses favorables aux femmes, c'est certainement pas payé par les hommes sous la forme de salaires plus faibles, et c'est même pas payé par les entreprises sous la forme de profits plus faibles, simplement parce que ça augmente la productivité de tout le monde. Donc les femmes restent plus dans l'entreprise, comme je le disais, il y a plus de rétention des femmes par rapport aux hommes, sans que ce soit les hommes qui partent. C'est juste plus de rétention et plus de femmes qui restent en général dans ces régions-là, dans le marché du travail.
Donc, on voit que quand les femmes sont leaders dans l'entreprise, ici leaders d'un syndicat, mais on peut supposer que c'est plus généralement leader dans l'entreprise, ça marcherait de la même façon, on voit des conditions plus favorables pour toutes les femmes. Donc, l'organisation du travail elle-même est un objet endogène qui peut être amélioré, en particulier par avoir plus de femmes représentant dans le leadership. Mais malheureusement, de la même manière que dans le leadership politique, dans le leadership des entreprises, on retrouve très peu de femmes, pour les mêmes raisons qu'on retrouve très peu de femmes dans le leadership politique. Donc, au Bangladesh, par exemple, dans le secteur textile, 80% des travailleurs à la chaîne sont des femmes, mais 90% des superviseurs sont des hommes. Donc on part d'un groupe de femmes et il n'y a que les hommes qui sont promus. Donc dans une expérience, les chercheurs forment... Alors est-ce que c'est que les femmes ne sont pas capables d'être leaders? Est-ce qu'elles ont pas est-ce qu'elles arrivent avec un niveau technique différent? Est-ce qu'elles ne restent pas suffisamment? Dans une expérience, des chercheurs recrutent 72 femmes et 73 hommes qui leur ont été signalés comme des gens à potentiel, et les forment pour être leaders et les installent comme superviseurs dans des chaînes choisies au hasard. Et donc on peut maintenant comparer la performance des chaînes hommes, des chaînes dirigées par un homme et dirigées par une femme. Et ce qu'ils trouvent, c'est les résultats suivants. Après la formation, les compétences techniques des femmes et des hommes sont exactement les mêmes, mais la perception par les employés de ces compétences techniques est très différente. Donc on retrouve le même type de préjudice qu'on trouvait dans le domaine politique. Juste après leur prise de poste, la performance des chaînes supervisées par les femmes est plus faible que celle supervisée par les hommes, mais elle s'améliore au bout de quelques semaines pour finalement rejoindre le même niveau que celle des hommes. Donc leur hypothèse, c'est que comme les employés se méfient, pensent que leur leader n'a pas de compétences techniques, au début ils ne les écoutent pas, qu'elles n'arrivent pas et c'est très très important d'être écouté sur une chaîne de production textile, parce que ce n'est pas une chaîne de production textile, je ne sais pas si vous avez déjà vu une entreprise textile, ce n'est pas une chaîne où chacun est sur son poste et les choses passent d'une personne à l'autre comme dans une entreprise de tailor. Les gens travaillent, il faut toujours discuter, il faut que les choses passent d'une chose à l'autre, s'il y a un retrait. Il y a vraiment un rôle de coordination très important qui est difficile si on ne vous fait pas confiance. Mais donc, ça leur prend du temps d'établir leur confiance, mais finalement, ils arrivent au même niveau. Donc, une expérience en Inde qui a été proposée justement pour favoriser le leadership féminin, c'est de travailler sur les soft skills, donc la communication, la confiance en soi, le stress management, justement, tout ce que dans une entreprise textile, dans une chaîne, on a besoin pour être un bon leader. C'est essentiel pour une chaîne de production, mais les entreprises le font très très peu. En tout cas, les entreprises en Inde, ça ne leur vient pas à l'idée de former leurs employés, en particulier les employés féminines, aux soft skills. Dans cette entreprise, c'est une entreprise de 2700 employés, toutes des femmes. La moitié reçoivent une formation de 80 heures de formation soft skills. Ils trouvent avec cette formation une augmentation de presque 14% de la productivité. Or, ça coûte très très peu cher, ce qui fait que le rendement sur investissement de cet investissement est de 258% sur 18 mois. Il y a assez peu d'investissements qui valent leurs 258% de taux de rendement. Donc l'idée ici, c'est que l'investissement, comme les femmes ne sont pas perçues comme du leadership matériel, même dans des contextes comme celui-là où finalement c'est elles qui finissent par être les leaders, il y a un sous-investissement dans les capacités de leadership des femmes qui peut être réparé. Hein. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué, ça existe, il y a des modules déjà en place avec des résultats importants. Donc pour conclure, malgré des progrès dans certains domaines, nous sommes encore très loin de l'égalité hommes-femmes, à la fois en politique et sur le marché du travail. Il y a un aspect de cercle vicieux, parce que la faible représentation des femmes dans le leadership ne crée pas la condition pour l'entrée d'autres femmes, et le faible nombre de femmes ne permet pas aux normes sociales d'évoluer.
Donc il faut entrer quelque part dans ce cercle vicieux, de manière plus volontariste, et il ne faut pas avoir, ma conclusion après des années de recherche sur ce sujet, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de pousser un peu les choses, d'exploser un peu les choses, puisqu'il y a beaucoup d'inefficacité dans cette norme sociale, en particulier d'erreurs, les gens se trompent sur les perceptions, sur les compétences des femmes, ils se trompent sur les opinions des autres, etc. Donc il ne faut pas hésiter en fait, à brusquer un petit peu les gens, soit avec des techniques comme les quotas, qui a été employé, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde politique, soit en des formations qui commencent à l'école, mais qui peuvent aller tout le long de la vie professionnelle, soit, peut-être en parallèle, une réorganisation du marché du travail qui devient de plus en plus possible avec le type de travaux qui sont faits aujourd'hui, ou même pour des gens plus pauvres, la capacité de travailler de chez soi devient de plus en plus faisable. Donc il faut reprendre, comme on a un cercle vicieux, si on peut, n'importe où on peut agir, on peut espérer que les progrès se construisent les uns sur les autres, mais il faut bien être vigilant que ça peut aussi s'affaisser, justement parce qu'il y a les autres barrières qui viennent en haut. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous retrouve, j'espère, demain à 14h.